Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est le retour des décrypteurs en direct et en français sur i24 News. 1 heure pour décrypter ensemble l'actualité de ce 26 avril. Mais avant cela, plus que 2 semaines avant l'Eurovision. Et en tant que fan du concours, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Commençons avec les moins bonnes nouvelles. Israël continue de susciter des réactions épidermiques, dira-t-on. Vous le savez, 5 pays ont décidé de ne pas participer au concours à cause de la présence de l'État juif, l'Espagne, la Slovénie, les Pays-Bas, l'Irlande ou l'Islande. Et certains d'entre eux ont décidé de ne même pas diffuser la compétition dans 15 jours, l'Espagne et l'Irlande. La Slovénie, elle, a annoncé aller encore plus loin. Hier, elle diffusera à la place du concours un film palestinien et un documentaire s'interrogeant sur l'avenir de l'Eurovision, documentaire qui donne la parole uniquement aux partisans du retrait. Une décision éditoriale qui laisse dire à certains Slovènes que la chaîne publique lance une propagande pour convaincre son public qu'elle a pris la bonne décision. Côté bonne nouvelle, un café représentera Israël à Vienne. 35 cafés ont été choisis pour porter les couleurs de chacun des pays participants. Israël avait un temps été exclu. Le pays a donc été rajouté à la liste ce week-end. C'est un café du centre de la capitale autrichienne qui accueillera les fans du concours. Malgré les risques sécuritaires, les propriétaires de l'établissement assument leur choix, revendiquent leur connexion au judaïsme et à Israël et invitent chaleureusement tous les spectateurs, quels qu'ils soient, du concours à venir dans ce café qui soutiendra fièrement Noam Betan. Noam Betan qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine en français sur i24 News. Et un petit oiseau m'a dit que les répétitions se passent plutôt bien pour le chanteur franco-israélien. À suivre. Voici les titres que nous décrypterons ce soir. Nouvelle tentative d'assassinat aux États-Unis contre Donald Trump. Hier était organisé le dîner des correspondants. Un homme a tenté de s'infiltrer et a tiré sur les agents de sécurité qui ont répliqué. Donald Trump, J.D. Vance et Melania Trump ont été évacués. L'homme a été arrêté. Il est présenté comme un enseignant et développeur de jeux vidéo. Il dit avoir voulu viser le président américain et des cadres de son administration. Dans une conférence de presse, Donald Trump a ironisé sur les risques du métier. Vers un accord de paix ou une escalade au Liban, des sources croient savoir que Benyamin Netanyahou et Joseph Aoun pourraient se rencontrer à Washington dans moins d'un mois. Un sommet pour sceller un accord de paix serait organisé par l'administration américaine. En attendant, Tsahal poursuit ses opérations contre le Hezbollah sans attaque en profondeur. Des alertes ont de nouveau retenti tout à l'heure dans le nord d'Israël. Benyamin Netanyahou a condamné les violations du cessez-le-feu par le Hezbollah. Le Premier ministre israélien promet de ramener la sécurité aux habitants du nord. Autre dossier, l'Iran et des négociations encore dans l'impasse. D'un côté, Washington a annulé un voyage de son équipe de négociation. De l'autre, Téhéran campe sur ses positions et exige la levée du blocus américain. Le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu au Pakistan pour réaffirmer les conditions posées par le régime islamique. Il exige notamment des concessions américaines. Pas de pardon pour Benyamin Netanyahou. L'information a d'abord été révélée par le New York Times avant d'être confirmée par le bureau d'Yitzhak Herzog. Malgré les pressions de Donald Trump, le président de l'État n'accordera pas de grâce au Premier ministre. En revanche, Yitzhak Herzog travaillerait à promouvoir un accord entre Benyamin Netanyahou et le parquet israélien. Une première depuis 20 ans dans les territoires palestiniens. Des élections se sont tenues ce week-end, des élections municipales pour les Palestiniens de Cisjordanie, Judée-Samarie et de Gaza. En Judée-Samarie, Cisjordanie, un peu plus de 55% des électeurs se sont déplacés. Le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, affirme avoir remporté une victoire écrasante. Analyse et décryptage à suivre. Première information donc à décrypter ce soir, vous l'aurez compris, celle qui fait la une des médias du monde entier. Cette nouvelle tentative d'assassinat de Donald Trump. Vous avez vu ces images qui ont été diffusées cette nuit dans le monde entier, images du dîner des correspondants. Un homme, c'est pas celui qu'on voit près de Donald Trump, a tenté de franchir le barrage de sécurité à l'entrée. Des échanges de tirs ont éclaté avec les forces de l'ordre pendant que l'administration américaine était évacuée, comme vous l'avez vu sur ces images. Un homme a été arrêté. Il s'appelle Cole Thomas Allen. Il a 31 ans et il est professeur de développeur de jeux vidéo. Cette photo a été publiée par Donald Trump. Il est décrit comme un génie par un ami à lui. Il fait face à 2 chefs d'accusation, usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral avec une arme dangereuse. Je vous présente nos décrypteurs du soir. Merci d'être avec nous. Mathias Inbar, évidemment, expert défense i24 News. Bonsoir. Ronnie Edry, professeur. Bonsoir. Graphique designer et podcasteur. Et Pierre Rehov, écrivain, reporter et réalisateur de films documentaires. D'abord, Mathias, peut-être une question sur ces images que l'on a vues. Certains s'interrogent de la sécurité autour du président américain, notamment la télé allemande, qui se demande comment un homme armé a-t-il pu s'approcher aussi près, entre guillemets, du président américain. Est-ce qu'il y a un débat ou non ?
Et en plus, c'est la télévision allemande qui le dit. C'est-à-dire que 2 jours plus tôt, en Allemagne, à Berlin, un homme qui est notamment, je vous parlais d'attentat, c'est le fils d'un des gardiens de la Révolution, a jeté un jus de tomate sur le prince Reza Pahlavi. Et donc les Allemands viennent poser des questions sur la manière dont le Secret Service a extirpé de la salle, assez rapidement d'ailleurs, et J.D. Vance, et le ministre Kennedy, et secrétaire d'État à la Santé, et le président. Soyons sérieux, le tireur n'est pas rentré dans la salle. Oui, il y a eu des failles, parce qu'il était dans le complexe. Un homme armé ne peut pas rentrer dans un complexe où le président, quel qu'il soit, de quel État qu'il soit, était présent. Mais fort heureusement, les agents ont agi vite. Bien évidemment, la faille, elle n'est pas dans l'exfiltration du président, elle est surtout dans la présence d'un homme armé dans une salle. Amusez-vous, je sais que vous ne le feriez pas, mais d'arriver dans une salle où il y a un ministre israélien ou un Premier ministre, avec ne serait-ce qu'un coup de poing américain, je vous invite à voir le sort qui vous sera réservé juste après. Pierre Rehov, 4e tentative d'assassinat contre le président américain. Est-ce que cette nouvelle tentative révèle une sorte de crise profonde de la démocratie américaine ? Une crise profonde de la démocratie, non, parce que les États-Unis ont toujours été un pays dans lequel la violence est parfois exercée. C'est un pays très libre, une vraie démocratie. Donc, à partir du moment où vous avez une vraie démocratie dans laquelle, en plus, les gens ont accès facilement aux armes, à la fois, ça crée une situation dans laquelle les personnes innocentes peuvent avoir accès aux armes, et pas seulement les brigands, les bandits, les criminels, qui de toute façon auraient accès aux armes, quoi qu'il en soit. Donc là, on permet aux innocents, aux personnes, de éventuellement pouvoir se défendre. Maintenant, la crise américaine a commencé à un moment spécifique. Ça a été l'élection de Barack Hussein Obama. Cet homme, que l'on considère de plus en plus aux États-Unis comme un candidat manchourian, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait été mis à l'intérieur pour détruire l'Amérique des États-Unis, et pratiquement toutes ses actions le prouvent, et la personne qui a divisé complètement les États-Unis et poussé les Noirs contre les Blancs. L'Amérique n'était plus un pays raciste, poussé l'ensemble contre les Juifs, quelqu'un qui a une obsession contre Israël, et qui, évidemment, ne pouvait pas supporter que l'establishment soit secoué, remis en question, que son plan de destruction du monde libre soit annihilé par l'arrivée d'un homme comme Donald Trump, qui est avant tout un leader avant d'être un politicien. Et donc, pour eux, c'était absolument abominable. Et c'est cette situation-là qui a conduit aux tentatives d'assassinat, à toutes les émeutes, au mouvement BLM, LGBT, enfin tout ce qui a fait que l'Amérique, depuis l'arrivée d'Obama, n'a plus été l'Amérique que l'on connaissait avant, et même pas l'Amérique sous Bush. Ronnie Edry, entre le meurtre de Charlie Kirk et ces tentatives d'assassinat du président américain, est-ce qu'il y a une forme de violence dans l'opposition aujourd'hui au président américain ? Ouais, on sent l'ambiance de clivage qu'il y a dans la société américaine, et on sent que ça peut que être résolu par la violence. On le voit dans les discours, on le voit dans les tentatives d'assassinat. C'est la 4e fois. Il y a eu Charlie Kirk, et puis on a l'impression que on peut plus discuter. On peut plus ne pas être d'accord. Alors que pourtant, les Américains, ils ont quand même un système où tous les 4 ans, ça change, et maximum, le gars, il est réélu encore une fois, et puis après, ça change. Donc, de toute façon, là, c'est son 2e mandat. Je sais pas, ses potes, ils disent que c'est un génie. Le gars, c'est pas très un génie, quoi. Il aurait suffi d'attendre encore un peu et pas de finir sa vie en prison pour rien. En plus, enfin, franchement, essayer de courir comme ça, comme tu l'as dit, essayer de passer les réseaux de sécurité en allant... Enfin, il avait aucune chance, donc c'est complètement idiot. On est dans la pathologie. Hein. Oui, on est dans un truc où il y a vraiment cette volonté, et encore une fois, il n'y a plus de discussion possible. Et on entend souvent les Américains, quand ils parlent ou du président ou de l'opposition, c'est la haine totale. C'est des gens qui peuvent plus parler. Une forme d'extrémisation des deux côtés. Carrément. Moins du côté républicain, cependant, parce qu'ils n'ont pas basé leur politique sur la détestation de l'autre. Alors que le Parti démocrate a basé toute sa politique sur
on va avoir Trump, on va se débarrasser de Trump. Ils n'ont rien d'autre à proposer. Il y aura des élections demi-mandat, on le rappelle, à la fin de l'année, et donc dans 2 ans, de nouvelles élections présidentielles. Retour dans la région, cette fois-ci, ici, au Moyen-Orient, avec cette situation sur le front nord et ces feux fragiles entre Israël et le Hezbollah. Avant de décrypter cette actualité, je vous propose de prendre la direction du nord d'Israël, où nous attend Jonathan Serrero. Bonsoir, Jonathan. Encore des alertes donc qui ont retenti tout à l'heure dans le nord d'Israël, malgré le cessez-le-feu. Bonsoir Christopher. Oui, le Hezbollah qui multiplie les violations du cessez-le-feu et de la trêve. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les sirènes d'alerte ont retenti dans la région de la Galilée occidentale. Des envois de drones, des envois de roquettes. Le Hezbollah qui cible aussi les zones où sont positionnées les forces de Tsahal au sud Liban. Là aussi, à l'aide de drones et de roquettes. Cela a continué tout au long de la semaine dernière, la fin de semaine dernière. Le Hezbollah en cette fin de semaine, le Hezbollah qui a poursuivi ses actions contre les forces de Tsahal tout au long de cette journée au sud Liban, puisque principalement ces combats se résument et se déroulent du côté de la partie sud du pays du Cèdre, et le Hezbollah qui indique dans un communiqué, après les déclarations prononcées un peu plus tôt ce matin par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le Hezbollah qui indique qu'il va poursuivre, l'organisation terroriste va poursuivre ses actions contre l'armée israélienne, toujours positionnée au sud Liban, Christopher. L'armée israélienne, Jonathan, qui poursuit ses frappes dans le sud Liban, pas au-delà du sud Liban, avec un effondrement du Hezbollah, semble-t-il, à Binch-Bel. Oui, du côté de Binch-Bel, 6 terroristes ont été éliminés il y a de cela un peu plus de 24 heures lors d'une opération menée par les forces de Tsahal dans ce bastion du Hezbollah. Je vous rappelle aussi le communiqué publié hier par les bureaux du Premier ministre israélien qui a indiqué avoir donné l'ordre à Tsahal de mener des actions fortes sur tout le territoire libanais, même au-delà de la ligne jaune. Mais pour le moment, Tsahal concentre ses actions sur les positions du Hezbollah situées en dessous de cette ligne jaune, donc au sud Liban, avec des attaques contre des entrepôts d'armes du Hezbollah, contre des rampes de lancement de l'organisation terroriste palestinienne. Des terroristes du Hezbollah ont aussi été éliminés dans une opération de Tsahal un peu plus tôt cet après-midi. Une dizaine de terroristes ont été éliminés par Tsahal, et Tsahal qui multiplie aussi ses appels à la population du sud Liban à évacuer notamment les villages, puisque le Hezbollah appelle la population chiite à revenir vers ces villages du sud Liban dans des contre-ordres donnés par l'organisation terroriste chiite libanaise à cette population chiite. Et il y a une autre information intéressante qui nous est parvenue il y a de cela quelques minutes. Les chefs des villages chrétiens, cette fois du Liban, ont interdit l'entrée à la population chiite de leur village. Donc peut-être demain une tension possible entre les différentes communautés du Liban, au regard notamment des discussions qui sont menées en parallèle entre représentants israéliens et libanais du côté de Washington, Christopher. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct avec nous du nord d'Israël. Mathias, combien de temps cette situation peut durer où les soldats israéliens sont sous le joug du Hezbollah, avec des attaques qui les visent et des attaques sporadiques, mais pas au-delà donc du sud Liban? Alors déjà, mettons ça sur la table. Le Hezbollah cherche à entraîner Tsahal à la reprise des combats. Parce que le Hezbollah, à la différence de novembre 2024, c'est que la résultante de cessez-le-feu, ce sont ces discussions directes entre Beyrouth et Jérusalem, c'est-à-dire un accord qui annihilerait complètement l'expansion du Hezbollah et la présence du Hezbollah au Liban. Et donc le Hezbollah accélère le rythme de tir, de roquettes et de drones suicides pour essayer de pousser Tsahal à une réponse bien plus forte. Le gros problème, Christopher, c'est que j'ai pu m'entretenir avec un haut officiel de l'armée israélienne aujourd'hui qui m'indique la chose suivante. Pour l'instant, le cessez-le-feu est très clair. L'armée réagit en légitime défense. Donc l'armée frappe, peut frapper, mais n'a pas le droit de prendre l'initiative d'une frappe. Et ça, pour ceux qui ont été soldats en terrain de combat, c'est extrêmement problématique
parce qu'ils sont plus ou moins statiques et ils sont comme des tirs à pigeons. C'est une chasse que mène le Hezbollah, puisque les soldats ne sont pas constamment en mouvement. Ron Audry, peut-être sur ces informations, Ronnie Edry, sur ces informations disant que Benyamin Netanyahou pourrait rencontrer Joseph Aoun. On parle a priori de la mi-mai, le 11 mai, selon certaines sources à Washington. Vous y croyez à cette rencontre entre le Premier ministre israélien et le président libanais, alors que le président libanais refusait ne serait-ce que de parler par téléphone avec Bibi? Je pense que là, il y a une possibilité. Je pense que pendant longtemps, Israël, c'était l'ennemi juré. Et puis là, on commence à s'apercevoir qu'en fin de compte, et les Libanais, ils commencent à le dire. C'est-à-dire, on entend des voix libanaises qui parlent justement de ça, en disant, en fin de compte, nos ennemis, ça n'a jamais été Israël, c'est le Hezbollah. Et le Hezbollah, comme tu disais, c'est exactement ça. Ils essayent de nous embourber au Liban. Moi, j'y étais. Justement, tu parlais de ça. Moi, j'étais soldat au Liban. Et la tactique, la stratégie à l'époque, c'était d'aller chercher le Hezbollah, c'était pas de l'attendre. Et là, quand tu es dans une position défensive où tu te poses comme ça en attendant de te faire tirer dessus, c'est très compliqué. Donc, oui, c'est sûr que pour Tsahal, c'est pas génial comme position. Je pense qu'il peut y avoir, s'il y a une vraie pression américaine, si peut-être que le président français il décidait de faire quelque chose pour une fois, ça serait bien. Je pense qu'il peut y avoir un accord de paix, puisqu'en fin de compte, on n'a rien contre les Libanais. Les Libanais, ils n'ont rien contre nous. Il y a juste le Hezbollah au milieu. Et c'est l'Iran. Oui. Juste pour ceux qui ne savent pas. Proxy de l'Iran. Le Liban peut être le prochain pays à rejoindre les accords d'Abraham, selon vous? C'est un vœu pieux pour l'instant, mais ce serait effectivement ce serait magnifique d'être entouré par des pays en paix. Même si la paix à l'égyptienne n'est pas exactement une paix, mais enfin bon, on se tape pas dessus, c'est déjà pas mal. Avec le Liban, si la situation pouvait aboutir à ce que les gens du nord d'Israël puissent rentrer chez eux, vivre normalement, envoyer leurs enfants à l'école, etc., ce serait formidable. Et puis, effectivement, si la situation se calme, il y a un autre facteur, c'est qu'il y a quand même une diaspora chrétienne énorme, colossale à l'étranger, qui, pour beaucoup, aimeraient bien pouvoir rentrer chez eux, qui en ont été chassés par l'islam, par l'islamisme. Et si on se retrouvait de nouveau avec un tampon chrétien beaucoup plus important, et si le Liban pouvait revenir à terme à ce qu'il était la Suisse du Moyen-Orient, comme on l'appelait avant une certaine époque, c'est vrai que pour Israël, ce serait formidable. Est-ce que j'y crois? Oui. J'y crois parce que je crois fondamentalement à la volonté du président Trump de changer complètement la situation du Proche-Orient, et je crois aussi à sa volonté d'aller jusqu'au bout. Donc, tant qu'il est au pouvoir, tant que c'est lui qui a les rênes, on a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, parce que le monde arabe respecte la force et la violence. Le monde arabe se moque de la démocratie, pour le coup, oui, c'est vrai, mais se moque aussi énormément des négociations et de la diplomatie. Ça les fait rire. La diplomatie à l'européenne, c'est ridicule. La diplomatie américaine peut fonctionner si elle s'accompagne de la théorie de Trump, la paix par la force. Et ça, ils respectent. Donc, ils vont dans cette direction-là parce qu'ils ont besoin de se sentir rassurés et épaulés, ne serait-ce par rapport à l'Iran. Rapidement, Mathias, un mot de conclusion sur la paix par la force. C'est ce qu'on voit en ce moment avec ces positions statiques du Sud-Liban? Pour l'instant, il n'y a pas de paix. Je précise quand même, c'est-à-dire que la guerre on a peut-être oublié que la guerre continue. Oui. Il n'y a pas d'accord avec l'Iran, il n'y a pas d'accord avec le Liban, et les Israéliens vivent dans l'attente. Donc pour l'instant, il faut se rappeler ça et avoir ça en mémoire, qu'il n'y a absolument aucun accord pour l'instant. Donc oui, bien évidemment, les Israéliens peuvent un petit peu respirer. On l'a vu pour les fêtes de Yom Ha'atzmaut, les fêtes d'indépendance où les Israéliens étaient dehors. Mais ne pas oublier que cette situation, elle peut complètement changer à n'importe quel moment. Et je pense que ça ne peut pas être que par la force. Je pense que c'est obligé de passer par... La force, ça peut aider. On peut affaiblir le Hezbollah en affaiblissant l'Iran, mais ça se résoudra que par des accords. Oui, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Mais pour parvenir à la diplomatie, il faut être en position de force. On est d'accord. C'est comme le poker, il faut avoir les bonnes cartes. C'est sûr, il faut avoir des cartes. On est clair. Et justement, la carte, elle se trouve peut-être entre Washington et Téhéran, mais les négociations semblent au point mort. Téhéran campe sur ses positions, alors que Washington a annulé le déplacement de sa délégation de négociation. Je propose d'écouter le président américain.
Ils n'ont pratiquement plus d'armée ni de véritable direction. Personne ne semble savoir qui est aux commandes. Et à dire vrai, il est probable qu'eux-mêmes l'ignorent. Cette absence de leadership clair est un point crucial. J'ai une grande estime pour le Pakistan. Le maréchal est remarquable et le Premier ministre fait un excellent travail. Il souhaite visiblement faire avancer les choses. Cela dit, il n'est pas question pour nous de faire 16 ou 17 heures de voyage pour rencontrer des interlocuteurs dont le rôle reste flou. Steve Witkoff, Jared Kushner et J.D. Vance sont des personnes compétentes. Cependant, elles ne devaient pas rencontrer le chef de l'État, mais seulement des représentants secondaires. Dans ces conditions, j'ai estimé que le déplacement n'en valait pas la peine. Trop long, trop coûteux. Je reste très attentif à ces aspects. Au fond, peu importe qui est aux commandes, je traiterai avec ceux qui se présenteront. La situation semble confuse, marquée par des luttes internes et des rivalités de pouvoir. Dans certains cas, on pourrait même penser que certains cherchent à éviter les responsabilités, notamment après la disparition de plusieurs niveaux de direction. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune raison de perdre du temps avec de longs déplacements. S'ils le souhaitent, ils peuvent me contacter directement. Nous sommes en position de force, nous avons l'avantage et nous le conservons. Voilà donc pour ces propos de Donald Trump. Mathias, beaucoup de passagers qui passent par Ben Gurion s'interrogent, s'étonnent de la présence de dizaines d'avions militaires américains. Face à l'échec de ces négociations, c'est le signe que la guerre va forcément reprendre ? Alors, je rappelle à tous ces passagers-là que ces avions n'ont jamais quitté le tarmac. Ces avions ont été déplacés d'une certaine zone du tarmac. D'autres sont arrivés, d'autres sont repartis. Oui, il y a eu un renfort, ça c'est évident. Il y a eu un renfort de plusieurs autres avions, mais la plus grande majorité des avions sont restés au sol. C'est les Américains qui l'ont voulu, et notamment le commandement central, ce qu'on appelle le CENTCOM, pour justement garder cette option militaire sur la table. Il n'a jamais été question de redéployer complètement les forces américaines en dehors de la région. Donc pas de signe que c'est imminent, quoi. Comme je vous l'ai dit il y a une semaine et comme je vous le répète, Donald Trump veut négocier. Donald Trump, et c'est pour ça, qu'il y ait division ou pas division, je ne veux pas vous garder l'antenne longtemps. C'est les invités, c'est pas moi. Vous êtes aussi décrypteur ce soir. Mais Donald Trump fait, vous savez, dans une famille où il y a toujours le même qui dit « mais c'est vrai, t'as tort. » Et il répète toujours, alors que je ne suis pas censé avoir tort. Mais à la fin, j'y crois. C'est exactement ce qu'il fait. Il dit aux Iraniens « vous êtes divisés, vous êtes divisés, vous êtes divisés ». Eux n'arrêtent pas de dire « mais non, on n'est pas divisés ». Mais à la fin, il y en a un qui va dire « peut-être qu'il a raison ». Peut-être qu'il a raison. C'est la méthode Coué, je crois. Il rentre dans leur tête. C'est ça. C'est le trash talk, ça s'appelle en basket. C'est la bonne stratégie, Ronnie, ça c'est... Je pense que oui. Moi, je n'aime pas Trump, mais là, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien à lui reprocher, on va dire, sur celle-là. Je pense qu'il a la stratégie la meilleure. Il arrive à ses fins. Je sais pas, pour ceux qui ont lu son bouquin, c'est vraiment la stratégie du deal, quoi. Il arrive à ses fins. Il arrive à créer ce doute et tout le temps en disant, par exemple, là, aux Pakistanais, je connais le maréchal, il est super et tout ça, il aime tout le monde. Il a jamais un mot contre quelqu'un et il arrive je pense qu'on voit qu'il arrive à ses fins. Mais c'est vrai que de toute façon, comme vous le disiez, tu peux faire ça si t'as la force avec toi. Et les Américains, ils sont en position de force. Je sais pas combien il y a de navires dans le détroit d'Ormuz. Enfin bon, l'armée américaine, comme vous le dites, quand on atterrit à Ben Gurion, pour ceux qui arrivent à prendre un billet d'avion, oui, tu vois beaucoup l'armée américaine. On va y arriver à cet accord. L'armée américaine, c'est la puissance de 10 pays en dessous de l'armée américaine. C'est-à-dire que l'armée américaine, c'est la puissance de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Angleterre. Vous mettez 10 pays, ça fait la force américaine. Donc, ils sont dominants dans tous les domaines. Et nul doute qu'on reparlera de ce dossier iranien la semaine prochaine avec vous trois. Restez avec nous, on va marquer une courte pause à suivre sur i24 News, la politique israélienne. Et cette annonce surprenante aujourd'hui, une alliance Naftali Bennett, Yair Lapid. Un communiqué du bureau Naftali Bennett affirme qu'il s'agit là, je cite, de la première étape du processus de guérison de l'État d'Israël. Le nom du parti, Beyachad, ensemble en français. Est-ce la bonne stratégie pour faire battre Benjamin Netanyahu? Réponse à suivre dans quelques instants. On analysera, on décryptera tout cela dans la suite des décrypteurs. Restez avec nous, on revient
dans quelques minutes. À tout de suite. Il était une fois une philosophie simple, devenue signature, le plaisir de conduire. Aujourd'hui, BMW le réinvente avec la nouvelle BMW iX3. 805 km d'autonomie et une expérience à bord repensée pour donner du sens au moindre geste. Nouvelle BMW iX3, première d'une grande lignée. Ne repoussez plus vos travaux pour un problème de budget. Avec Brico Dépôt, lancez-vous. Pour bâtir, creuser, tondre, tronçonner, nettoyer. Des prix bas et du stock. Avec Brico Dépôt, allez, aux travaux. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 19 990 €. Salut l'artiste, tu me mets un gros poulaga. C'est-à-dire? Je le prends bien mûr, on va pas le manger à Saint-Glinglin. Ça chatouille le blaze? Ah, ça te remonte dans la truffe, hein? Mets-moi 3 dorades, bien comac. Ah, je vous les vide? Non, te casse pas les nénettes. Vous m'avez déballé toute la carte postale. Je prends tout. Lumino, je suis là. Bonjour. J'espère que j'ai rien oublié dans les commissions parce que tu sais, je grignote un peu de la cafetière. De la quoi? Oui, à la tête. De la cafetière. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, chambre Ratazorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. L'art de vivre à Tel Aviv. Wildbox en redéfinit les standards. Wildbox, votre nouvelle adresse en Israël. L'art de vivre à Tel Aviv. Wildbox en redéfinit les standards. Wildbox, votre nouvelle adresse en Israël. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News.
Bonsoir, merci de nous rejoindre en direct et en français sur i24 News. Les décrypteurs sont de retour après ce mois d'édition spéciale. Sachez que vous pouvez également nous suivre en direct sur les réseaux sociaux X et YouTube. Vous pouvez interagir avec les autres téléspectateurs et commenter en direct l'actualité. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire. Merci de votre fidélité. i24 News. Seconde partie des décrypteurs avec la politique israélienne. À nouveau à la une de l'actualité ce soir avec cette alliance annoncée aujourd'hui. Alliance, voire fusion entre les partis de Naftali Bennett et Yair Lapid. Selon un communiqué du bureau, Naftali Bennett, Yesh Atid et Bennett 2026 devraient former une liste commune. Son nom, Beyachad ou Ensemble en français. Les deux hommes ont un passé commun. Ils ont tous les deux été premiers ministres dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir. C'était en 2021-2022. Bezalel Smotrich, pour Bezalel Smotrich, c'est l'alliance des serviteurs d'Abbas. Roni Edri, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la politique, la société israélienne, la démocratie israélienne, cette alliance entre Lapid et Bennett? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que toutes les alliances qui sont donc dans l'opposition, ça fait le jeu de l'opposition au gouvernement. Et donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais qu'il y en ait d'autres qui s'allient à eux. Si je pouvais avoir un Lieberman ou un Eisenkot ou bref, tous les partis qui sont de gauche, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la gauche et la droite, on peut en parler après si vous voulez, mais si tout ce groupe-là faisait une alliance, je pense que ça serait mieux pour les gens qui vont voter, parce qu'en fin de compte, je pense que le vote, encore une fois, de ces élections-là, ça sera pour ou contre continuer le gouvernement Netanyahou. Et donc il y a ceux qui n'en peuvent plus, et ils sont ou de droite ou de gauche, puisqu'on a des gens qui sont du parti de Bennett, qui est clairement de droite, ou de Lieberman, qui est aussi clairement de droite, et des gens qui sont de gauche, qui vont voter ensemble, pour faire arrêter le gouvernement Netanyahou. Donc s'ils pouvaient tous se mettre ensemble et qu'on n'ait qu'un seul pétec, un seul bulletin. C'est ça, merci. Je pense que ça serait mieux. Tous ensemble, c'est de Bennett à droite, à Yair Golan à gauche? Oui. De toute façon, il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de différence au niveau... ils n'ont pas des idées qui divergent tellement. De toute façon, encore une fois, ces élections, c'est... Est-ce qu'on va parler du 7 octobre? Est-ce qu'on continue avec ce gouvernement qui n'envoie pas que certaines personnes à l'armée? Est-ce qu'on continue avec la corruption? Ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et donc, tous les gens qui veulent passer à autre chose, ils sont prêts pour mettre ce bulletin-là. Pierre, cette alliance Bennett-Lapid, si elle arrive jusqu'au bout, est-ce que c'est un véritable adversaire, un adversaire sérieux face à Benjamin Netanyahu et au Likoud? Adversaire sérieux, je ne sais pas si le terme pourrait être approprié. On a déjà eu Bennett et Lapid. J'en garde pas des souvenirs extraordinaires. Beaucoup de mes amis qui ont voté justement à l'époque pour changer et pour avoir Bennett et Lapid, aujourd'hui, en aucun cas ne voteraient à nouveau pour eux. Et en ce qui me concerne, j'ose à peine imaginer la situation dans laquelle Israël aurait été si un Bennett ou un Lapid avait été Premier ministre d'Israël depuis le 7 octobre. On avait besoin de quelqu'un de stature, ce qui n'est pas leur cas. On avait besoin de quelqu'un qui soit vraiment représentatif et surtout, on avait besoin d'un partenaire du président Trump, ce qui a été le cas de Bibi Netanyahou, parce qu'encore une fois, l'avenir d'Israël se joue non seulement sur le terrain Moyen-Orient, mais se joue aussi à Washington. J'ai du mal à imaginer voir Bennett ou Lapid en train de se donner la collade au président Trump. Ça me paraît tout petit par rapport à ce qu'il est et très en dessous de ce que Netanyahou, sur un plan symbolique, attention, je ne parle pas de politique là, je parle d'humains, d'hommes, de gens qui sont présents devant un poste de télévision et en plus d'une certaine volonté d'assurer avant tout la sécurité. Netanyahou, pour moi, n'a jamais été un Premier ministre excellent pour l'intérieur d'Israël, mais un très bon Premier ministre pour l'extérieur. Bennett a voulu aménager des choses à l'intérieur d'Israël, c'était sa vocation, il n'y est pas arrivé, il n'a peut-être pas resté assez longtemps, donc je mets les deux pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est Israël en guerre, Israël qui gagne, Israël qui est en paix. Donc pour cela, je ne vois pas un Bennett ou un Lapid arriver à leur fin.
Quelle autre figure de la droite ou du centre-droit? Parce que c'est vrai que l'échiquier politique, c'est difficile de mettre un curseur de la sympathie pour en Israël. Lieberman, oui. Potentiel Premier ministre ou dans une alliance? Écoutez, encore une fois, je regarde toujours vis-à-vis de Washington. Parce que c'est plutôt ma spécialité, on va dire. Lieberman, par rapport à ça, en tant que Premier ministre, j'ai aussi du mal. Et cependant, à l'intérieur d'Israël, ne serait-ce que par rapport aux religieux, etc., Lieberman ne serait pas une très mauvaise option. René Idri, il y a aussi une échéance importante, parce que le Premier ministre qui sera élu en octobre, en septembre prochain, va être élu pour 4 ans. Il y aura un changement, potentiellement un changement de pouvoir aussi aux États-Unis. Pierre Echoff parlait de cette alliance, connexion, amitié avec les États-Unis. Si demain les démocrates arrivent au pouvoir aux États-Unis, est-ce qu'Israël sera en danger? Quelle figure pourrait sauver Israël face à un démocrate, à des démocrates moins favorables à Israël? Ça, je ne saurais pas vous dire. Ça dépend de qui sera élu aux États-Unis. Peut-être que ça ne sera pas les démocrates, j'espère, parce que je ne vois pas de candidat démocrate qui serait bon pour Israël. Pour l'instant, j'en vois pas. Je vois plus. Donc, mais pour revenir sur ce que vous disiez, ou ce que tu disais, sur ce que tu disais sur Netanyahou, moi, je l'entends souvent, cette remarque qu'il n'y a personne qui a sa stature. Ça s'acquiert une stature. On peut devenir Premier ministre. On a le droit de changer de Premier ministre après 20 ans. Et juste pour rappeler la petite histoire, le 7 octobre, c'était lui le Premier ministre. C'est une catastrophe. Et c'était vraiment catastrophique pendant des mois. Donc, moi, changer de machine à laver quand ça ne marche plus, il n'y a pas de problème. Je ne me force pas à me servir de la même si elle parle très bien anglais. Et encore une fois, Yair Lapid, il parle un anglais qui est potable. Je l'entends sur certains podcasts. Bennett, pareil. Bon, il y en a des Smotrich et qui ne savent même pas parler anglais. Donc, je pense qu'au niveau de la stature internationale, ça s'acquiert. Et pour moi, il n'y a pas de problème à remplacer Netanyahou avec plaisir. Justement, puisqu'on parle de Benjamin Netanyahou, de sa stature, un mot rapide de cette information concernant la grâce présidentielle demandée par Donald Trump pour Benjamin Netanyahou. Le bureau d'Yitzhak Herzog a confirmé aujourd'hui qu'il ne l'accorderait pas au Premier ministre israélien, confirmant ainsi une information publiée un peu plus tôt aujourd'hui par le New York Times. Une annonce faite donc après les multiples appels du pied du président américain à Yitzhak Herzog pour accorder cette grâce. Yitzhak Herzog qui travaillerait à une sorte de compromis avec le parquet israélien. Est-ce que c'est une erreur, Pierre Echoff, du président israélien de ne pas accorder cette grâce présidentielle? Franchement, ça le concerne lui directement. Le système israélien n'est pas le système américain. Aux États-Unis, ça serait passé d'un coup de tampon. On a vu le stylo automatique de Joe Biden qui a pardonné je ne sais combien de milliers de personnes. Heureusement que ça va revenir en arrière. Mais enfin bon, c'est pas le même système. Que Herzog soit dans une posture à ne pas vouloir créer un précédent, parce que je crois que ça n'a jamais été fait, ça me paraît cohérent en ce qui le concerne. Que Netanyahou continue à être convoqué pour des broutilles régulièrement devant un juge et un tribunal, je trouve ça ridicule. J'aurais espéré qu'on lui fiche la paix au moins jusqu'à la fin de la guerre, quitte à le mettre en prison après, attention. C'est pas une question de défendre Netanyahou, c'est que c'est pas le moment. Et je regrette de ce côté-là qu'il n'y ait pas de grâce pour mettre fin à ce dossier une bonne fois pour toutes. Mais bon, encore une fois, ça dépend d'Herzog et je n'ai pas de jugement de valeur à ce sujet. René Idri, c'est une preuve de l'indépendance, entre guillemets, de Jérusalem, pas d'ingérence? Ça ne dépend pas d'Herzog. Il n'a pas les pouvoirs de le faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'a pas été condamné. Et donc, en fin de compte, c'est même pas lui qui décide. C'est la Yoetzet Amishpatit, la conseillère juridique du gouvernement. Ce que monsieur, il a dit. Je fais aussi traducteur. Voilà. Perdu. C'est noté pour les prochaines éditions. On ne peut pas inventer des lois, donc la loi, elle est claire là-dessus. Tu peux pardonner quelqu'un une fois qu'il a été condamné, donc tant qu'il n'est pas condamné, il ne peut pas être pardonné, il le sait très bien, et donc il nous a fait cette fausse mascarade en demandant un pardon, je ne sais même pas s'il a lui-même demandé un pardon. C'est Trump qui a demandé. Oui, c'est Trump qui a demandé un pardon, tout le monde en parle, mais bon, oui, Herzog, il a dit, moi, je ne peux rien faire. Et pour revenir sur son procès, si c'était des broutilles, ça serait plié depuis longtemps. Qu'il y aille et qu'il en finisse. Au lieu de... Oui, mais je sais pas, moi, ça fait quand même quelques années que ça dure pour des broutilles. Je pense que... Ça reste des broutilles. On verra à la fin.
On verra à la fin. En effet, un procès qui devrait encore durer quelques semaines. On en revient à ces autres élections municipales, cette fois-ci dans les territoires palestiniens. Première fois que des élections sont organisées sur place depuis 2006. En Judée-Samarie, Cisjordanie, 56% environ des électeurs se sont déplacés, seuls 23% à Deir el-Balar, dans le centre de la bande de Gaza. Le Hamas s'était exclu de ces élections car l'une des conditions pour participer est d'accepter la solution à 2 États. Le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, affirme avoir remporté une victoire écrasante. Je propose d'écouter certains des électeurs gazaouis. Regardez. J'étais heureux aujourd'hui d'avoir pu voter. J'ai souvent été surpris de constater que l'urne était en bois et le stylo un feutre et non à l'encre officielle. Malgré cela, nous pourrons voter, élire et relever tous les défis. Nous voulons voter, nous voulons reconstruire Gaza à partir de zéro et nous voulons la reconstruire. Aujourd'hui, j'ai pu élire les personnes que je juge aptes à occuper ce poste. Et si Dieu le veut, Deir el-Balar continuera d'avancer. J'espère que les autres gouvernera, les autres villes et toute la bande de Gaza pourront organiser les élections et se relever de cette guerre féroce, de ces 2 ans et demi de guerre, de destruction, de maisons et de rues dévastées. Et nous verrons, si Dieu le veut, nos villes en meilleur état. Le chef de l'autorité palestinienne s'est également exprimé sur ces élections. Mahmoud Abbas a salué la tenue de ces élections, un exercice de démocratie, selon lui. Regardez. Nous sommes très heureux de pouvoir pratiquer la démocratie malgré toutes les difficultés que nous rencontrons au niveau local et international. C'est pourquoi nous tenons absolument à ce que les élections se tiennent comme prévu. Nous nous réjouissons donc de la tenue des élections des jeunes, puis des élections municipales et ensuite, si Dieu le veut, le 14 de ce mois, nous célébrerons la confiance du Fatah. Puis en novembre, si Dieu le veut, les élections du Conseil national palestinien. Tout cela, si Dieu le veut, aura lieu cette année pour dire au monde, nous sommes démocrates, nous croyons en la démocratie, nous croyons au pluralisme et nous méritons un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans ces circonstances, alors que Gaza est soumise à une guerre quotidienne et à des tentatives de séparation des territoires palestiniens, ni notre peuple, ni nos familles, ni personne au monde ne l'acceptent. Gaza est une partie indissociable de l'État de Palestine. C'est pourquoi nous avons tout mis en œuvre pour que les élections se tiennent à Deir el-Balar afin d'affirmer l'unité des 2 parties du pays. Dans l'espoir qu'une fois la situation apaisée, des élections pourront être organisées dans toute la bande de Gaza. Mathias, sur ces élections, le Hamas exclut car il refuse de reconnaître Israël, il refuse une solution à 2 États. Est-ce que ça peut mettre Israël dans une bonne position sécuritaire, sachant évidemment que Mahmoud Abbas paye les terroristes, sachant qu'il reconnaît Israël, mais pas un État juif pour Israël? À condition de vraiment différencier le Fatah du Hamas. Je vous rappelle quand même que les documents officiels de l'autorité palestinienne sont cités quasiment de la même sourate que ceux du Hamas, en allégeant, bien évidemment, en louant Dieu, et que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, continue de payer les salaires des familles des terroristes. Certes, a entamé des négociations directes avec Jérusalem à plusieurs reprises, mais dans les faits, ne fait rien pour endiguer le terrorisme. Moi, ce que j'aime bien dans ce message prononcé et par l'intervenant et par Mahmoud Abbas, c'est qu'ils adorent s'autocongratuler. C'est-à-dire qu'ils disent on a élu nos propres conseillers. Mahmoud Abbas va plus loin, c'est les élections locales, générales et du Conseil, donc du Fatah, mais à aucun moment il parle d'élections nationales qui n'ont pas eu lieu depuis 2006. Donc ça veut dire qu'en fait, ils s'auto-élisent, ils s'auto-congratulent. Pour la bande de Gaza, je ne vois pas comment un responsable du Fatah pourrait prendre quelconque décision, puisque Deir el-Balar est dirigé par le Hamas de manière militaire stricto sensu. Donc en fait, voilà, c'est une élection pour la caméra et pas plus. Roni Edré, est-ce qu'une autorité palestinienne renouvelée comme ils essaient soit de faire croire, comme dit Mathias, soit une réalité, pourrait être un partenaire demain réel pour Israël, malgré les problèmes qu'il y a dans les livres scolaires encore aujourd'hui, malgré ce problème du terrorisme financé, entre guillemets, par l'autorité palestinienne? Je pense qu'on a les partenaires qu'il y a. On ne peut pas tout le temps les choisir. Et donc, quitte à parler à quelqu'un, encore parler à eux qu'au Hamas. Si, encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est des vraies fausses élections. C'est vraiment pour la caméra, quoi. C'est des gars qui sont pas soutenus par la rue palestinienne.
On sait que le Fatah, ils sont corrompus. On sait qu'encore une fois, des élections où les gars, ils sont élus avec 80%, on sait que c'est n'importe quoi. Mais bon, si c'est à choisir entre eux et le Hamas, et de toute façon, à la fin, à discuter avec quelqu'un, ok. On n'a pas des enfants de cœur en face. On n'a pas des grands amis d'Israël. Ces élections peuvent stabiliser la région. J'imagine que vous allez rejoindre Ronny et Mathias. Non, je vais pire. Ah, pire. La démocratie, les élections, c'est un concept judéo-chrétien. C'est un concept de civilisation judéo-chrétienne. On veut l'imposer à une civilisation qui n'est pas la même, qui ne fonctionne pas de la même manière. Pour eux, c'est un peu comme le christianisme au Moyen-Âge, le pouvoir vient de Dieu et ensuite dispatche. Donc ils sont intouchables. Du fait de ce fait-là, d'un terroriste comme Mahmoud Abbas, ou comme les gens qui sont autour de lui, qui sont pour la plupart, Mahmoud Abbas était à la fois un terroriste et un ancien agent du KGB, donc on voit un peu le personnage, je suis à peu près sûr qu'il a gagné les élections par 140% minimum, c'est ce qui se passe dans le monde arabe en général, et qu'un individu de ce niveau-là soit encore en place aujourd'hui et se réjouisse qu'il y a eu des élections alors qu'il s'y est opposé depuis 2008, je crois. 2006. C'est une telle pantalonnade, c'est tellement ridicule, c'est vraiment pour la caméra. Ça me fait penser, excusez-moi, l'image me revient aussitôt, à Yasser Arafat qui s'est fait filmer avec une perfusion de sang, alors que tout le monde célébrait le 11 septembre dans les rues de Ramallah, et lui a été donné son sang pourri pour faire, soi-disant, pour faire croire qu'il était avec les Américains dans cette tragédie. On est dans le spectacle, encore une fois, sur le monde, dans le monde réel, il y a une guerre avec les Palestiniens, il y a une guerre avec l'Iran, il y a une guerre avec le Liban, mais pas avec les Libanais, et pour eux, la guerre, c'est avant tout les médias. C'est avant tout ce qui va pouvoir être diffusé dans les médias, parce que l'affaiblissement d'Israël, depuis la création de l'OLP, depuis la création du Fatah, depuis que le KGB a inventé le peuple palestinien, qui n'existait pas jusqu'à cette époque-là, leur point de vue, c'est de faire réagir le monde occidental contre Israël, en faisant d'Israël un pays qui n'est pas légitime, et des Juifs des monstres. Ce qui est la tradition, malheureusement, depuis 2000 ans dans certains milieux. Mathias, sur l'organisation de ces élections, Israël a eu son mot à dire pour la logistique, pour que ces Palestiniens puissent aller voter? Non, c'est au-delà de la ligne jaune. Donc c'est une zone qui est contrôlée par le Hamas. Je suis étonné d'ailleurs que le Hamas ait laissé faire, parce que normalement cette zone est contrôlée de main de maître à 100% par le Hamas. Au-delà de la ligne jaune, Deir al-Balar, une partie des champs de Deir al-Balar sont considérés comme dans la ligne jaune, contrôlés par Israël sécuritairement, mais la ville elle-même de Deir al-Balar, qui est, précisons-le pour les téléspectateurs, c'est le centre de la bande de Gaza, ce sont les zones du centre, sont contrôlées par le Hamas. Donc Israël n'avait pas son mot à dire sur la question. On va revenir sur ce fait divers qui agite la société israélienne. Ça s'est produit le jour de l'indépendance à Petah Tikva, un pizzaiolo de cette ville proche de Tel Aviv. Il travaille dans cette pizzeria, vous voyez, Pizza Hut de Petah Tikva. Un groupe d'adolescents est venu le jour de l'indépendance, faisait la fête et était un peu bruyant. Il a demandé à ces jeunes de faire moins de bruit. Ils ont alors attendu que son service s'arrête, et quand il a fini son service, ils étaient quasiment une dizaine à le battre, à le frapper. L'un d'eux avait un couteau, il a mortellement poignardé ce pizzaiolo. Un adolescent soupçonné d'être l'auteur de ce coup de couteau a été arrêté aujourd'hui. Une affaire qui, évidemment, fait beaucoup de bruit à Petah Tikva et dans l'ensemble du pays. Certains pointent du doigt un problème de violence perpétrée qui gangrène une partie des jeunes Israéliens. Vous voyez donc ces images prises ces dernières heures du côté de Petah Tikva. L'actualité en Europe, avec encore de l'antisémitisme en Belgique. Un homme a été violemment agressé vendredi dans le métro bruxellois par 3 personnes ayant tenu des propos antisémites. Ces agresseurs lui ont également arraché sa Magen David, un bijou auquel il attribue une forte valeur sentimentale. Elle est héritée de génération en génération depuis 30 ans d'après son témoignage. Une plainte a été déposée auprès de la police belge.
Et c'est dans ce contexte qu'à Paris se tient le salon de l'Alia. Malgré la guerre qui sévit ici, de nombreux Français s'interrogent sur leur avenir en France et pensent à rentrer en Israël. Un salon de l'Alia est donc organisé aujourd'hui pour tenter de répondre à leurs interrogations et les convaincre de franchir le pas. Allons rejoindre sur place Anna Papiashvili. Bonjour Anna, le succès est-il au rendez-vous ce soir ? Bonsoir Christophe. Absolument, il y a une très forte affluence pour ce salon de l'Alia 2026 organisé par l'Agence juive. Il y a une soixantaine de stands qui se trouvent juste derrière moi, mais aussi dans d'autres salles. Vu l'affluence, il y a déjà plusieurs milliers de participants à ce salon qui s'est donc ouvert ce dimanche matin dans la capitale française. Alors évidemment, des stands qui répondent à toutes les questions concernant l'intégration, la langue, l'éducation pour les enfants, l'équivalence des diplômes, et puis aussi, ce qui est très important pour les Français, c'est évidemment le travail. Et il y a une petite nouveauté cette année concernant le travail. On va tout de suite avoir la réponse de cette nouveauté avec le directeur de l'Agence juive, c'est Emmanuel Sion. Bonjour Emmanuel. Alors, cette année, il y a des stands israéliens qui sont venus recruter directement des Français. Expliquez-nous. Effectivement, cette année, il y a 4 sociétés israéliennes, 4 recruteurs israéliens, donc entre autres Elbit, la Société des eaux israéliennes, le gaz israélien et d'autres sociétés qui sont venus voir ici s'il y avait des ingénieurs ou dans d'autres corps de métier aussi pour pouvoir les recruter directement. Ça c'est quelque chose de super parce que quand on sait que quelqu'un a un travail, c'est beaucoup plus facile pour lui de prendre la décision de faire son alia en sachant qu'il a bien sûr une parnassa assurée. Et on sait aussi que pour la Parnassa et pour l'intégration là-bas, le gouvernement israélien, malgré ce contexte sécuritaire difficile là-bas, continue de lancer des programmes pour faire venir les Juifs du monde entier et évidemment les Juifs de France. Effectivement. Israël continuera à accueillir des Juifs du monde entier malgré tout ce qui se passe. Cette année, on a eu la chance de voir arriver 250 Juifs d'Inde qui sont arrivés en Israël et Bnei Menaché. Mais il n'y a pas que les Juifs d'Inde qui veulent rentrer chez eux, aussi les Juifs de Paris, les Juifs de France. Et donc pendant ces salons d'Alia qui sont à Paris, Marseille et Lyon, on explique aux futurs Olim toutes les aides qui sont proposées, entre autres par le ministère de l'Alia et de l'intégration, pour faciliter l'intégration. D'énormes aides fiscales, d'aide au logement. Donc vraiment, je vous invite à rentrer en contact avec l'agent juif pour avoir plus de détails par rapport à ces aides-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Voilà ici toutes les réponses à vos questions si vous désirez faire la Alia, Christopher. Oui, on vous attend toujours en Israël. Anna Papiashvili, c'est quand vous voulez, il y a une place de libre dans ce studio. On vous recevra avec grand plaisir quand vous rentrerez en Israël. Merci beaucoup, Anna Papiashvili, en direct de Paris. Enfin, cet anniversaire en Ukraine, les 40 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, c'est encore aujourd'hui la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire, avec l'explosion d'un réacteur de cette centrale au cœur de la nuit du 26 avril 1986. La première alerte publique n'avait été ordonnée que 2 jours plus tard par la Suède, qui détectait une hausse des radiations sur son territoire. Selon l'ONU, au moins 4000 personnes ont été tuées, 1000 personnes selon Greenpeace. Et 40 ans plus tard, ce n'est pas de l'histoire ancienne, selon le directeur de l'Agence de l'énergie atomique. Écoutez, Raphaël Grossi. Nous commémorons un anniversaire tragique, les 40 ans de l'accident de Tchernobyl. C'est un moment de recueillement, de réflexion et de renforcement de notre engagement en faveur de la sûreté nucléaire. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux pompiers, aux liquidateurs, aux ingénieurs et aux travailleurs intervenus sur place, ainsi qu'aux centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur foyer et ont dû fuir leur communauté. Je suis convaincu que c'est par nos actions que nous honorons le mieux leurs sacrifices et leurs souffrances. Pour moi, Tchernobyl n'est pas un événement du passé, c'est une responsabilité vivante. J'ai discuté plus tôt dans la journée avec le ministre Shmihal. Nous sommes convaincus que les réparations doivent commencer au plus vite et que laisser la situation en l'état pose problème. Il faudra donc trouver un arrangement pour tenter d'avancer les travaux. Aujourd'hui, mon message est clair. Le coût de la réparation de l'enceinte de confinement de Tchernobyl n'est pas uniquement à la charge de l'Ukraine, c'est une responsabilité collective que nous devons tous partager. Alors, messieurs, je ne vais trahir aucun secret en disant que vous étiez déjà en âge de vous souvenir des événements en 1986. Rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette catastrophe, aujourd'hui ?
Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? D'abord, c'était une tragédie et on l'a échappé belle. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une série de télévision sous forme de documentaire qui démontre ce qui s'est passé à l'époque. On l'a vraiment échappé belle. Si la catastrophe avait été jusqu'au bout, une partie de l'Europe disparaissait. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était terrible. Aujourd'hui, ça m'inspire une chose, c'est que de tas de mesures ont été prises depuis pour protéger le nucléaire. Et moi, qui ai toujours été un partisan du nucléaire pour l'énergie électrique et pour l'indépendance énergétique des pays, je pense qu'il y a eu récemment 2 catastrophes, au Japon et celle-là. Dans tous les cas de figure, ce sont des accidents, ils sont terribles, mais ça ne remet pas en question le reste. Merci beaucoup Pierre Rechov d'avoir été avec nous, écrivain, reporter, réalisateur de films documentaires, Rony Edry, professeur et podcasteur, et Mathias Silva, notre expert défense. C'est la fin de cette édition des Décrypteurs. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 20h, heure israélienne. Toute l'équipe de la grande édition présentée par David Neumann. Bonne soirée, merci de votre fidélité avec Jean-Tifon en disant.